Bonjour. Veuillez vous asseoir. Donc, identification des parties pour les fins de l'enregistrement. Alors, bonjour, Monsieur le commissaire. Mélanie Tremblay pour la commission. Bon matin. Bonjour, Keith Ritty pour la commission. Bon matin, M. Ritty. Bonjour, Monsieur le commissaire. Sébastien Laprise, Langlois avocat pour la Société d'assurance auto. Bonjour, M. Laprise. Bonjour, Monsieur le commissaire. Bonjour tout le monde. Audrey Gagnon de chez Langlois avocat pour la Société également. Oui, Gagnon. Bonjour, Monsieur le commissaire. Edith Geneviève Giasson pour la Société. Giasson. Bonjour, Monsieur le commissaire. Patricia Blair pour le procureur général du Québec. Hébert. Bonjour, Monsieur le commissaire. Audrey-Anne Blais pour le procureur général du Québec. Alors, bon matin. Bonjour. Bonjour. Experte en transformation organisationnelle. Merci. Alors, je l'avais dit lors de ma déclaration d'ouverture, je tenais à remercier la Ville de Québec. Mais je la remercie encore de nous prêter gracieusement leurs installations pour les audiences quand nous sommes dans la capitale nationale. Donc, je remercie tout le monde. Merci également aux conseils spéciaux d'assurer notre bien-être et notre sécurité. Alors, bon matin à tous. Alors, Monsieur le commissaire, bienvenue à Québec. Écoutez, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est, comme on l'avait annoncé là, en début, lors de la première journée d'audience, on avait une séquence de témoins de présentation, un peu pour mettre la table à ce qui s'en vient pour les travaux de la commission. Alors, le dernier témoin prévu, qui devait passer la première semaine, mais on a un peu manqué de temps. Alors, on va terminer avec cette présentation-là. En fait, on jugeait pertinent que la commission prenne connaissance de différents rapports du vérificateur général ainsi que des guides de bonne pratique où on relève certaines situations en matière de processus de gestion contractuelle et particulièrement en matière de TI ou en matière de ressources informationnelles. Alors, évidemment, ce sera un exercice un peu théorique ce matin. Je vous en avise, mais maintenant, compte tenu que pour tenir compte de différents de ces documents-là dans le cadre des travaux et des recommandations que vous aurez éventuellement à rendre, ils doivent être déposés en preuve, ces documents-là. Alors, on aurait pu tout simplement les déposer comme ça, mais on jugeait quand même pertinent d'en faire une présentation des documents qui seront les plus pertinents. Pour ce faire, on va utiliser une présentation PowerPoint qui relève les faits saillants ou les éléments les plus pertinents qu'on relève de ces différents rapports-là. Et on va le faire par le biais de Mme Nathalie Giguère, qui est une spécialiste en matière de transformation organisationnelle. Alors, ce sera plus convivial de cette façon-là. Donc, compte tenu de la configuration de la salle, je vous suggère que j'interroge madame ou que l'interrogation se fasse alors que je serai assis. Ce n'est pas par manque de respect, c'est uniquement par la configuration de la salle. Alors, je demande la permission de le faire de cette façon-là. Tout le monde pourra être assis. Là, puis ce que je comprends également, s'il y a des questions des parties, je comprends que vous allez changer de place. Puis, par exemple, si c'est M. Laprise qui interroge pour la SAC, bien, il prendra la place que vous occupez présentement maintenant. Tout à fait. Je vous laisse aller. Bon matin, Mme Giguère. Elle est assermentée par notre greffière. Oui. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Votre nom et votre occupation. Nathalie Giguère, experte en transformation organisationnelle. Merci. Votre témoin. Merci. Alors, tout d'abord, j'aimerais peut-être qu'on déploie et qu'on dépose la présentation PowerPoint là, pour commencer avant d'aller plus loin avec les questions qu'on aura pour Mme Giguère. Alors, qu'on voit présentement. Alors, Madame la greffière, ce document-là, je pense qu'on était rendu à la cote 15P14. Exactement. Alors, voilà. Donc, j'aimerais peut-être qu'on passe à la deuxième diapo. Alors, bonjour, Mme Giguère. Bonjour. Alors, est-ce que c'est possible de décliner au tribunal là, votre formation et votre expérience professionnelle? Oui. Bon matin, Monsieur le commissaire. Donc, j'ai un baccalauréat SAT de l'Université Laval avec une majeure en communication publique et une mineure en relations industrielles. Ça fait plus de 30 ans que j'occupe différents postes au sein du domaine des télécommunications et des technologies de l'information. Donc, j'ai fait un peu plus de 15 ans dans le secteur des telcos, où j'ai occupé là, différents postes de gestionnaire.
C'est vraiment à ce moment-là où j'ai mis mes bases là, d'experte en transformation organisationnelle parce qu'on se souvient qu'à l'époque, le secteur de la télécommunication convergeait vers la TI. Donc, au lieu de continuer à vendre des systèmes téléphoniques de base, si on peut dire, dans le monde d'affaires, on s'en allait vraiment dans le monde numérique avec la téléphonie IP, puis la convergence qu'on connaît aujourd'hui, où la telco, on n'en fait pratiquement plus référence. Donc, il y a 15 ans... Oui. Oh, pardon. Comme ça. Donc, c'est mieux? Oui. La technique va nous le dire. C'est bien? Oui. Parfait. Sors-le pour soi. Hein? Okay. Donc, il y a 15 ans, j'ai délaissé le monde de la gestion et j'ai transféré là, dans la consultation, principalement dans le domaine de la technologie de l'information. On commençait à parler de transformation numérique à ce moment-là. La différence entre une transformation organisationnelle et une transformation numérique, la transformation organisationnelle, elle est incluse dans le numérique. Elle vise, elle, à changer les façons de faire. C'est très, très culturel à l'intérieur d'une organisation. C'est souvent des modèles d'affaires qu'on va mettre en place. Et le système informatique, lui, ou les systèmes informatiques qu'on déploie, bien, vient soutenir cette transformation-là. Donc, on comprend, il y a une quinzaine d'années, le monde de la technologie a pris énormément de place dans les sociétés. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on travaillait plus en mode transformation numérique à laquelle on vient accoler la transformation organisationnelle. Donc, j'ai fait des interventions et je continue à faire des interventions dans le secteur privé et aussi dans le secteur public. Dans le secteur public, j'ai eu l'opportunité d'aller sur un mandat de modernisation d'envergure qui a été annulé, là, si on peut dire. Donc, il a travaillé à peu près pendant 10 ans et à laquelle on a mis fin de façon précipitée. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle une queue de projet, c'est-à-dire qu'on a implanté, on a modernisé un système à l'intérieur d'une organisation publique où on a eu droit à des enjeux par la suite organisationnels et opérationnels. Donc, moi, je suis arrivée une fois que l'implantation était faite et c'était beaucoup plus pour aider dans l'application des demandes des changements et réorganiser les secteurs. Et par la suite, au secteur public, j'ai pu travailler, aller dans une organisation où la firme où j'étais rattachée, on avait un contrat avec un nombre important de ressources et on avait un enjeu de livrable. Donc, le client n'était pas satisfait de nos livrables et les ressources étaient insatisfaites de leur travail chez le client. Donc, on m'a demandé d'aller faire un diagnostic pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Je tiens à souligner parce que ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est que le cadre de gestion de changement au niveau gouvernement avait changé et donnait l'imputabilité aux équipes opérationnelles. Donc, le client opérationnel s'est ramassé avec cette charge de projet, si on peut dire, en gestion de changement, sans budget, sans expertise, sans ressources. Il ne comprenait pas d'ailleurs pourquoi c'est lui qui avait ça. Et c'était comme un peu en parallèle des initiatives TI qui roulaient dans le secteur. Et le dernier mandat que j'ai fait était plus orienté sur la mise en... participer à la rédaction d'un appel d'offres pour une organisation gouvernementale qui part en transformation numérique ou en transformation numérique. Et c'était pour évaluer l'expertise et les efforts requises, internes, externes, en gestion de changement. Et par mon intervention, moi, j'ai remis en question la gouvernance et la portée du projet. De la façon dont c'était dessiné, il y a peut-être avoir des enjeux en cours de route. Donc, ça fait le tour de mon expertise. Parfait. On commence? On commence. Alors, je vous demanderai peut-être, là, on peut peut-être prendre, on a la prochaine diapo, là, c'est plus sur la structure de la présentation. Alors, les principales étapes en gestion contractuelle, on va y aller avec... Pour les documents, M. le commissaire, en 2 temps, alors des rapports ou des extraits de rapports du vérificateur général là, de 2006 à 2015 qui portent sur où on soulève des problématiques là, au niveau de gestion contractuelle. Et par la suite, ce sera plutôt des guides qui seront déposés, là, qui, justement, portent sur la matière, qui font partie des travaux de la commission. Alors, on peut peut-être aller à la diapositive suivante et Mme Giguère nous demander peut-être de nous résumer là, les principales étapes en gestion contractuelle et en gestion de projet en TI. Oui, donc on a voulu faire du cadre pratique, théorique, un cadre pratique aussi en même temps. Donc, on va essayer d'être pratico-pratique là, ici. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on voulait revenir sur les principales étapes en gestion contractuelle et en gestion de projet
Là, on s'entend, on a simplifié ça à son strict minimum parce que les processus, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi on a voulu amener nos principales étapes? C'est qu'on va être en mesure de venir coller les enjeux qu'on va voir au travers des rapports et recommandations de nos outils à ces étapes-là. Fait qu'on va pouvoir voir les phénomènes peut-être là, de récurrence qu'on va découvrir. On a ramené nos étapes, là, c'est 4 temps dans le fond, la planification qui est vraiment là où on va identifier notre besoin, on va faire notre planification contractuelle, l'adjudication du contrat, où on va préparer notre appel, préparer et publier notre appel d'offres, on va évaluer nos soumissions en fonction là, des critères et de la conformité qu'on s'est donnée, et on va adjudiquer le contrat. La troisième étape, je dis tout le temps que c'est là où le plaisir commence, donc on gère notre contrat, puis on gère notre projet. C'est à ce moment-là où on a énormément d'efforts et de gens pour finalement terminer avec l'évaluation. L'évaluation, c'est le moment où on va prendre une appréciation de ce qui a été livré à l'intérieur du projet et avec nos fournisseurs. Donc, pour la suite, je demandais peut-être de prendre la diapo suivante, en fait 2 diapos. Alors, au niveau des rapports synthèse qu'on va revoir, c'est possible ce qui nous attend pour la présentation, de nous indiquer là, bon, les rapports qu'on verra. Oui, donc on a décidé là, de cibler principalement 4 rapports du vérificateur général du Québec. L'année 2005-2006 a été déposé en 2006, celui qui a été déposé en 2011, 2012 et 2015. On fait un parallélisme en l'année 2015 avec le rapport du commissaire à la lutte contre la corruption. Alors, pour la suite, bon, on a mis on y retrouve la définition, le mandat, la mission du vérificateur général du Québec. Le commissaire, vous avez eu l'occasion... On a eu l'occasion d'entendre le vérificateur général par intérim actuel, donc je peux... Oui, exactement. Puis en fait, c'est tiré du site, c'est simplement un rappel, puisqu'on aura 4 de ces rapports. Parfait. Alors, premier rapport à laquelle on fera référence, c'est un rapport du vérificateur général. En fait, c'est un extrait, c'est le chapitre 4 du rapport de 2006. En fait, à ce stade-ci, j'aimerais, sans qu'on le déploie, puisqu'on va en faire le résumé dans la présentation, je pense qu'on pourrait le déposer, le coter sous 15P15, Madame la greffière. Ça, c'est le rapport du VGQ pour l'année 2006. Exactement. En fait, je parle d'un extrait parce qu'évidemment, le rapport est très, très volumineux. Il est constitué de chapitres et le chapitre à lequel on veut faire référence, c'est le chapitre 6. Parfait. Donc, on va le noter. 4, pardon. On va Chapitre le noter 4. dans la cote, si possible, pour qu'on puisse se retrouver. Là. Oui. Donc, 15... dans la cote, excusez-moi, chapitre 6? 4, pardon. 4. Oui. Parfait. Alors, Madame Giguère, pouvez-vous nous faire un petit peu un résumé de ce que contient ce chapitre du rapport du VGQ? Oui, donc on veut principalement là, regarder comment on utilise la main-d'œuvre au sein là, des projets. Donc, la main-d'œuvre qui est liée aux ressources informationnelles, c'est quoi nos besoins, la disponibilité et l'affectation qu'on en fait pendant la période visée. Donc, les différents acteurs qui ont été évalués, là, si on peut dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, évaluer, on peut aller à la prochaine. Auditer ou c'est un rapport de... Vérifier. Vérifier. Je me courais à l'école, donc est-ce qu'on peut aller sur l'autre... On peut aller à l'autre diapo. Diapo. Oui. Ministère des services gouvernementaux, le CSPQ, Service Québec, la Commission de la santé et sécurité au travail, le M2S, Revenu Québec et Secrétariat du Conseil du Trésor. On va voir là, une récurrence à l'intérieur des autres rapports, donc des fois, on va passer un petit peu plus vite là, sur les acteurs impliqués. Parfait. Le contexte d'intervention, donc pourquoi le VGQ a décidé là, d'auditer à cette période-là sur ce sujet-là, c'est qu'il notait au cours des 20 dernières années qu'il y avait une hausse assez importante dans les dépenses du RI au sein du gouvernement. Si on regarde dans ces 20 dernières années, les dépenses en lien avec les ressources internes liées aux technologies de l'information avaient monté de 70 % par rapport au coût de la vie.
Et pendant la même période, il s'est aperçu que pour les ressources externes, les dépenses avaient augmenté de 270 pendant la même période. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que l'ensemble du budget en RI, en ressources informationnelles, 75 de son budget à ce moment-là était attribué aux ressources humaines, tant internes qu'externes. Donc, on comprend là, pourquoi on avait un intérêt d'aller voir un peu ce qui se passait. Les ressources informationnelles, peut-être donner la définition, parce que chaque entité, chaque organisation a sa propre définition. Au gouvernement du Québec, c'est autant la ressource physique, donc les ordinateurs, les logiciels, l'hébergement de données, que nos ressources humaines. Donc, l'objectif qu'il s'était donné, deux objectifs, comprendre la répartition du travail interne versus externe, en lien avec les ressources informationnelles, et voir si cette répartition-là, elle était la plus économique possible pour le gouvernement. Les faits importants qui ont été relevés à l'intérieur de ce rapport-là, il y en a 6. Donc, je vais essayer d'être succincte. Le premier, c'est qu'on doit apporter des améliorations notables pour qu'on puisse répartir notre travail interne-externe de la façon la plus économique possible. Le deuxième, c'est rattaché au cadre de gestion de la main-d'œuvre. Donc, on voit que le cadre de gestion n'assure pas une optimisation de nos ressources et on n'a pas de vision intégrée non plus. Nos données qu'on possède sur les ressources humaines rattachées aux technologies, si on peut dire, là, sont très limitées. Et elles sont aussi quantitatives, donc ne sont pas sur la compétence elle-même. Donc, on n'est pas capable de comprendre le rôle des firmes privées versus les gens à l'interne. Pourquoi je vais aller chercher dans quel domaine de compétences? Le troisième fait, c'est l'absence de modèle type pour planifier et bien répartir le travail. Donc, on le sait, là, on le sait. On apprend, là, au travers de ce rapport-là, que chacun des ministères et organismes là, fonctionne avec ses propres méthodes. On n'a pas vraiment de cadre commun là, pour faire la planification de nos effectifs à l'intérieur de nos propres initiatives. Là, je suis rendue à la page suivante. Oui. Donc, au niveau des faits saillants, si on regarde les outils de gestion, principalement là, pour CSST, M2S et Revenu Québec, on est satisfait du fait que ces trois organisations-là se sont dotées d'outils de gestion. Donc, ils sont présents. Les portefeuilles d'investissement pour décider quel projet on va faire existent. Ils sont là. Toutefois, on note que ces portefeuilles d'investissement sont davantage gérés en fonction des dollars disponibles et non en fonction des besoins de l'organisation. Ce que ça veut dire, c'est qu'on choisit un projet plutôt sur son enveloppe budgétaire que sur le besoin réel. Le deuxième outil de gestion, qui est le plan de main-d'œuvre lié aux ressources informationnelles, les trois organisations se sont dotées de plans de main-d'œuvre aussi. Par contre, on les trouve incomplets et ils n'offrent aucune garantie d'une répartition efficace et économique du travail des ressources internes versus externes. Concernant le dernier outil de gestion qui est le plan d'affectation des RI, les trois entités se sont aussi dotées de plans d'affectation. On est très satisfait de celui qu'on voit à la CSST et à Revenu Québec. Au M2S, on souligne là, à l'intérieur du rapport qu'il est acceptable. Donc, de ces, je vous ai dit, là, 6 préoccupations, si on peut dire, là, aux frais saillants. Des recommandations ont été émises. Pour le ministère des services gouvernementaux, le VGQ suggère de proposer au Conseil du Trésor des changements au cadre de gestion des RI pour permettre de mieux soutenir la modernisation des services publics. Il suggère aussi de soumettre toujours au Conseil du Trésor une stratégie en lien avec la répartition du travail là, afférent au RI, donc la répartition entre les internes et les externes, et de mettre en place, avec cette stratégie-là, de s'assurer de la mettre en œuvre. Donc, pas juste émettre une stratégie, mais il recommande fortement de s'assurer de suivre sa mise en œuvre en faisant, entre autres, l'objet de rapports réguliers au Conseil du Trésor et de développer aussi des outils types en lien là, avec les portefeuilles d'investissement et les plans de main-d'œuvre. Au CSPQ, il va recommander de définir plus clairement les services qu'il devrait offrir
en tenant compte effectivement de la répartition du travail des ressources internes et externes en lien avec les ressources informationnelles. Aux trois entités, ils recommandent de se doter d'outils de gestion, même s'ils sont très présents, ils recommandent qu'ils soient plus complets. Donc, d'avoir un portefeuille d'investissement qui, oui, se base sur le budget, mais qui reflète aussi les besoins réels de l'organisation, et aussi un plan de main-d'œuvre structuré pour mieux comprendre c'est quel genre de ressources ou quel type de ressources je dois avoir et comment je dois organiser mes ressources. Donc, qui fait quoi? Ça, c'est plus un plan d'affectation de ressources. Donc, si pratico-pratique, je prends ce rapport-là et je viens le coller là, sur les principales étapes en gestion contractuelle, on voit que nos préoccupations à ce moment-là sont davantage à la phase 1, à l'étape 1, la planification du besoin, et à l'étape 3, qui est la gestion du contrat et la gestion du projet. Alors maintenant, on peut passer au rapport suivant. Toujours un rapport du vérificateur général de 2011 maintenant. On fait rapport 2010 pour l'année 2010-2011, chapitre 8. C'est le même principe. C'est un extrait du rapport. Alors, pour la cote, Madame la greffière, on serait rendu à 15 p 16. Exactement. Alors voilà. Alors, on vous écoute sur ce rapport. Donc, le rapport vient traiter principalement des projets liés aux ressources informationnelles et l'encadrement gouvernemental qu'on lui donne. On a vérifié plusieurs entités. Donc, toujours le secrétariat conseil du Trésor et le ministère des services gouvernementaux. Mais on est allé plus loin cette fois-ci. Donc, on a audité 250 entités gouvernementales, ce qui est quand même assez important. Ministère, organismes publics, le réseau de la santé et aussi le réseau de l'éducation. L'objectif ou les objectifs que le VGQ se donnait à ce moment-là, c'était de voir si le secrétariat du Conseil du Trésor et le MSG avaient l'information nécessaire pour s'assurer que nos projets RI dans les ministères et organismes étaient bien gérés et ce, au meilleur coût. Donc, objectif 1. Objectif 2, c'était de vérifier si ces deux organismes-là jouaient bien leur rôle d'encadrement et de soutien auprès des entités gouvernementales. Donc, la méthodologie là, qui a été utilisée, oui, on a collecté la donnée là, auprès des entités que j'ai dit, et on a focalisé davantage sur les projets informatiques là, qui avaient plus d'1 million de dollars de coût d'investissement. Alors, qu'est-ce qui est relevé? Ce qui est relevé. Donc, on a fait un retour historique là, sur la gouvernance centrale des RI. C'était assez intéressant de revenir un peu sur l'histoire parce qu'on voit dans le cadre de ces observations, il fait des liens dans le fond avec l'histoire, puis ça conditionne beaucoup ses recommandations par la suite. Donc, la petite histoire de la gouvernance centrale des RI au gouvernement du Québec, ça a commencé vraiment en 1976, où on a posé beaucoup d'actions là, pour mieux organiser nos ressources informationnelles. Donc, on a créé à ce moment-là le Bureau central de l'information. C'était vraiment notre premier effort là, de structurer la fonction TI. Par la suite, en 1998, on a adopté la politique québécoise de l'autoroute de l'information. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais moi, je m'en souviens. Et on voyait vraiment la TI à ce moment-là comme un levier très important pour moderniser notre fonction publique. En 2002, on a mis en place le cadre de gestion des RI. Ça, on va en parler plus tard là, dans notre contenu. En 2005, on a créé le ministère des services gouvernementaux, le CSPQ, le Service Québec. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'expertise technique et on a voulu la transférer dans ces organisations-là. En 2006, on a adopté la directive sur la gestion des RI et en 2010, qui était son dernier fait saillant historique, là, c'est la mise à jour sur la gestion des RI et le dépôt de projet de loi pour renforcer la gouvernance. On a noté que l'envergure des projets là, sur lesquels on regardait avait un budget de 3,2 milliards à peu près là, qui avait été investi à ce moment-là. Fait intéressant, la moitié de ces projets visaient à créer des nouveaux systèmes ou avoir des nouveaux environnements technologiques. Et l'autre moitié, c'était pour améliorer les systèmes. Donc, on fait une petite différence ici, là, moderniser un système versus s'en aller dans une transformation numérique avec du nouveau matériel, si on peut dire.
Constat, les 2 tiers de ces projets n'ont pas tout respecté les éléments qui étaient prévus au départ. Donc, les éléments de départ, c'est quoi? C'est des coûts, c'est des délais ou de la portée. Par contre, ce que le VGQ nous dit, c'est attention, c'est pas parce qu'on n'a pas nécessairement atteint ces éléments-là portés au départ. Donc, un léger dépassement, ça ne veut pas dire que mon projet est en échec. Donc, il nous a quand même fait cette note-là pour qu'on puisse... Mise en garde. Oui, une mise en garde. Par contre, qu'est-ce que ça dénote? C'est un enjeu au niveau de la planification et des suivis. Autre fait saillant, pour avoir une saine gestion de nos projets RI, il a relaté que plusieurs facteurs doivent être réunis pour s'assurer qu'on a un succès. Une bonne structure de gestion, donc ça, c'est notre gouvernance, là, qui fait quoi, qui décide. Des objectifs clairs dès le début. Il faut savoir pourquoi on veut ce projet-là et à quoi il vise. Donc ça, c'est notre planification. Impliquer les personnes concernées, celles qui sont touchées par le projet, celles qui peuvent aider là, à prendre des décisions. Suivre les grandes orientations du gouvernement pour s'assurer qu'on est en lien avec nos priorités publiques, c'est très logique. Avoir des gestionnaires qui ont l'expérience de piloter ce genre de projet-là, ça peut paraître anodin et évident, mais peut-être que c'est pas si évident que ça finalement. Et avoir les membres de l'équipe qui possèdent aussi les compétences techniques pour mener à bien ces projets. Et le dernier, faire un bon suivi tout au long du projet, la reddition de comptes. On a regardé plus précisément 7 projets informatiques. Dans les 7 projets informatiques sur lesquels on s'est attardé, 2 avaient réussi, 2 ont eu des problèmes, 3 ont échoué. Les projets qui ont eu un succès avaient de bonnes pratiques, donc on a été capable de démontrer les bonnes pratiques, entre autres l'implication des utilisateurs et une gestion par des personnes compétentes. Et les projets qui ont échoué, ça manquait de planification, de ressources internes qualifiées et une lacune au niveau de la gouvernance. 5e fait saillant, c'est le modèle de gouvernance centrale en RI. On en a parlé, il a été mis en place en 2005. Donc, le VGQ mentionne dans son rapport que le modèle n'a pas très bien fonctionné. Ce modèle qui repose sur 2 entités, soit le CST puis le MSG, à qui on a transféré l'expertise technique, a créé beaucoup de confusion sur les rôles et responsabilités. On n'avait pas de vision claire sur la gestion des RI. Le soutien offert aux instances centrales, de ces instances centrales au ministère et organismes est insuffisant, surtout pour les organismes et les ministères qui manquent d'expertise. Et on note que plus de 50% des budgets internes en TI sont... 50% des budgets de TI sont attribués, si on peut dire, à des ressources externes. Ce pourcentage-là est très élevé. Si on se compare à d'autres entités gouvernementales là, au Canada, leur budget tourne autour de 17 à 35 environ. Là. Donc, on était plus élevé. Et le VG fait une étude comparative pan-canadienne. Et ce qu'il dit, c'est que le Québec dépense plus pour des ressources externes que par rapport à des gouvernements comparables. Oui. Comparables. Oui. Parfait. 6e fait saillant, c'est par rapport à la gestion administrative des RI. Donc, on note des faiblesses là aussi importantes. 50% des projets examinés avaient des dossiers d'affaires incomplets. Donc, le dossier d'affaires, c'est toute notre phase de planification là, qui nous dit ce qu'on veut dans la vie. Là. On sait qu'ils sont essentiels pour bien planifier un projet, expliquer les besoins et les options possibles et les risques là, et les bénéfices qu'on veut avoir. Ce qu'on note, c'est que le secrétariat du Conseil du Trésor accepte des dossiers d'affaires incomplets, sans toutes les informations là, requises à l'intérieur. Juste un petit instant, je demanderais peut-être à ce qu'on change à la prochaine diapo. Merci. Oui. Et on a noté aussi que certains projets ont été approuvés, même si des éléments clés étaient absents. Le suivi des projets est déficient. Il n'existe pas de processus systématique pour vérifier l'avancement des projets une fois que le projet a été approuvé.
Et le MSJ n'est pas toujours impliqué, là, je dirais, à l'intérieur de notre gestion, là, malgré son rôle d'expert. Donc, on ne le voit pas toujours. Ce qui est important aussi, ce que le VGQ nous rappelle, c'est qu'en 2007, le secrétariat du Conseil du Trésor et le MSJ avaient aussi souligné les mêmes lacunes dans un rapport qu'il avait déposé au Conseil du Trésor et peu de correctifs avaient été mis en place à ce moment-là. Donc là, on se rappelle que notre rapport, nous, a été déposé en 2011. Oui, c'est 2010-2011. Exact. Fait. Je continue dans les faits saillants. Donc, il y avait beaucoup de faits saillants à l'intérieur de ce rapport-là. Un modèle de gouvernance centrale en RI, ça, je l'ai dit, donc je me répète. Là, je vais lire un petit peu mon écran parce que je pense que je me suis... Gênez-vous pas, là, c'est assez compact. Là. Effectivement. Donc, on avait lancé, le gouvernement du Québec a lancé dans cette période-là 4 grandes initiatives pour améliorer les lacunes là, qui avaient été observées. On avait une initiative pour une nouvelle directive sur la gestion des RI, donc se fixer des règles à suivre pour planifier, faire approuver et suivre nos projets informatiques, donc renforcer notre contrôle. Et on a eu aussi un projet de loi, le numéro 130, qui était d'abolir le ministère des Services gouvernementaux, transférer ses responsabilités au président du CT. Donc, ça a été fait là, par la suite. Le projet de loi 133, qui a aussi été adopté, c'est un cadre officiel pour la gestion des RI pour tous les organismes publics. Donc, on veut introduire de nouvelles règles d'approbation. Si je peux me permettre, je peux peut-être dire la loi Oui, parce qu'on ne l'a pas vu, là. C'est la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est une abréviation, mais je pense que pour les fins de tous, c'était bien. C'est le PL 133. Exactement. D'accord. Merci. La quatrième, initiative, c'est une politique cadre sur la gouvernance et la gestion des technologies dans les organismes publics. Objectif, là, c'est de se donner une vision commune puis une meilleure coordination entre les organismes. Autre note du VGQ, même si les changements vont dans la bonne direction, bien, tout changement peut créer des opportunités, mais peut créer des défis aussi. Donc, plus de suivi, plus de ressources, on peut allonger les délais, là, etc. Au niveau des recommandations, principalement pour le secrétariat du Conseil du Trésor, le VGQ recommande de corriger les lacunes observées en matière de gouvernance centrale, de mettre en place une stratégie claire pour encadrer l'utilisation des ressources internes et externes, renforcer sa capacité à analyser puis suivre les projets avant de l'approuver et aussi après l'avoir approuvé. Et le rapport va insister aussi sur l'importance de réduire les délais d'approbation et de prendre en compte les risques à l'intérieur des projets lors des décisions. Donc, de faire une gestion de risque. Déjà en 2011, le VG là, recommande ça. Oui. C'est constat et c'est recommandation. Oui. On est dedans. Donc, on transpose les préoccupations. On est toujours dans planification, mais planification, effectivement, la notion de risque là, ressort, le DA, le dossier d'affaires ressort aussi plus. Et on est toujours aussi dans la gestion de projet. Donc, le déséquilibre, si on peut dire, là, entre l'utilisation de ressources internes et externes s'est accentué là, entre 2006 et 2011. Ça revient. Oui. Alors, on peut peut-être passer au rapport suivant, le troisième de 4. Le rapport du vérificateur général qui vise l'année 2012 et 2013, c'est le chapitre 5 du rapport. Alors, Madame la greffière, on le dépose sous 15P17. Oui, 15P17. Et vous dites chapitre 5. Chapitre 5. Chapitre 5, merci. Alors, on vous écoute. On commence. OK, donc, sur le rapport de 2012, on regarde davantage là, les contrats des services professionnels liés au traitement de l'information. Les entités qui ont été regardées, CSPQ, RRQ et le secrétariat du Conseil du Trésor. Le contexte dans lequel s'inscrit cet audit, là, ou ce rapport, c'est qu'en
entre 2009 et 2011, les dépenses des ministères et organismes pour les services professionnels sont plus de 1 milliard de dollars. En TI seulement, en ressources Ouais. informationnelles. Oui. Donc, c'est la gestion de projet. Là, les services professionnels, là, c'est de la gestion de projet, c'est du développement de système, puis c'est du conseil stratégique. L'objectif, toujours double, vérifier si les contrats sont gérés conformément aux règles en place et s'assurer que le secrétariat du Conseil du Trésor fait un suivi adéquat de ces processus. On a examiné 38 contrats pour une valeur de 271 millions. Les faits importants, on en a 11, donc un petit peu plus, on voit que d'un rapport à l'autre, on augmente nos faits importants. Le VGQ note que la définition du besoin et l'estimation des coûts ne sont pas documentés. Donc, le rapport antérieur était pas totalement documenté. Là, on a vraiment le mot « ne sont pas documentés ». 58 des contrats sélectionnés n'avaient pas documenté le besoin. Ça, c'est indépendamment les 3 organismes visés, là. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de distinction, là. Non. OK, parfait. On est général. Les faits saillants sont plutôt généraux dans ce cas-là. 39 là, des contrats qu'on a regardés, les coûts ont été mal documentés. Et on a noté aussi que dans 3 projets, là, un fournisseur qui avait participé à la définition du besoin a obtenu le contrat par la suite. Deuxième fait saillant, c'est au niveau du suivi des lois et des règlements. Donc, oui, en général, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde suit les règlements là, pour le mode de sollicitation des contrats quand on est plus de 25 000 $. Toutefois, on a des lacunes dans la façon dont les contrats sont gérés. Donc, on a une préoccupation là, quant à l'équité entre les fournisseurs puis une utilisation adéquate là, de nos fonds publics là, avec ces manquements-là dans la gestion là, de nos contrats. Troisième fait, peu de partage de risques. Donc, on a noté que pour la majorité des contrats qu'on a analysés, la grande majorité utilise un tarif à la journée ou journalier au lieu du forfaitaire. Donc, on sait pertinemment là, que le tarif journalier met le risque à 100% sur les épaules de l'organisation et non du fournisseur. Ce n'est pas partagé avec le fournisseur. Quatrième fait, l'objectif du libre jeu de la concurrence n'est pas pleinement atteint parce qu'on note là, que le nombre moyen de soumissions obtenues pour les projets est en dessous du seuil qu'on se donne. C'est expliqué fort probablement avec l'envergure des contrats. Donc, c'est ce que le VG là, soupçonne. Le VG, peu de joueurs sur le marché, c'est que ça veut dire qu'il y avait très peu de joueurs sur le marché. Exact. Ça. Où les contrats étaient tellement gros qu'il n'y avait pas de joueurs assez gros pour venir prendre des contrats, effectivement. Donc, on va avoir des recommandations plus tard, puis ça change un peu dans le marché après, suite à cette constat-là. Le constat suivant, c'est l'utilisation des ressources externes, donc notre thème récurrent. La proportion des dépenses en matière de TI pour les ressources externes a plus que doublé depuis 1996. On est rendu à 55 du budget. Puis, comme je vous disais, là, la moyenne ailleurs, là, quand on se compare, c'était entre 17 et 35 La validation du respect du cadre normatif. Donc, on le sait là, que c'est au secrétariat du Conseil du Trésor que revient le rôle là, de s'assurer que les ministères et organismes suivent le cadre normatif. Puis, s'il y a des enjeux, normalement, ils devraient aller les informer puis s'assurer d'apporter des correctifs. Le VGQ note qu'il n'a pas réalisé les travaux suffisants pour évaluer le bon fonctionnement du processus d'attribution du contrat. Même s'il a analysé le respect du cadre normatif, là, globalement, il n'a pas l'assurance que les données qu'il obtient, donc le secrétariat du Conseil du Trésor n'a pas d'assurance ou de garantie que la donnée qu'on lui donne, elle est complète, fiable et exacte. Et on note aussi que le secrétariat ne fait aucune analyse de certains aspects du cadre normatif. Donc, on parle ici les règles relatives aux documents d'appel d'offres, les comités de sélection et les modes d'évaluation des soumissions. Autre fait
qui porte sur la reddition de comptes, elle est jugée en général insuffisante des écarts entre la prévision et les résultats réels là, sur les coûts, les échéanciers et les livrables. Donc, on note aussi qu'on ne suit pas de façon systématique et avec rigueur là, l'évolution, là, si on peut dire, de nos investissements ou de nos dépenses. Ça dépend comment on le regarde. Les comités et les instances de gouvernance ne reçoivent pas toujours l'information complète ou à temps là, pour exercer son suivi. Les recommandations maintenant. Au CSPQ, à Revenu Québec et au RRQ, on recommande de mieux documenter les besoins et l'estimation des coûts. Donc, clarifier là, dès le départ l'objectif. Revoir le partage de risques entre les organisations et les fournisseurs. Bien définir nos responsabilités contractuelles. Inclure aussi des clauses claires lorsqu'il y a des imprévus, des changements de portée ou des livrables critiques non atteints. Encourager la concurrence dans les appels d'offres, donc ouvrir nos appels d'offres à plus de joueurs sur le marché. Limiter les barrières à l'entrée des exigences techniques là, dimensionnées ou sur mesure et favoriser la rotation des fournisseurs et pour avoir une équité là, au niveau de l'accès. Quatrième recommandation, c'est de comparer les coûts estimés à ceux des soumissions reçues et aussi aller voir les soumissions là, qu'on n'a pas retenues. Ça va nous aider à valider là, la justesse de l'estimation qu'on a eue au départ, puis de comprendre un peu les écarts qu'on peut avoir en cours de route. Cinquième recommandation, s'assurer que nos comités de sélection restent neutres et objectifs. Avoir une désignation formelle et transparente des membres du comité. Former les membres du comité sur leur rôle et responsabilités. S'assurer qu'ils sont indépendants et sans conflit d'intérêts. Et naturellement, fonder nos décisions sur des critères mesurables et aussi bien documentés. Recommandation numéro 6. Analyser les cas lorsque le même fournisseur continue les travaux par avec des contrats successifs, parce que on voyait là que j'ai eu un premier contrat qui se termine, mais on doit poursuivre. Donc, on retourne en appel d'offres et le fournisseur qui était présent au premier bien, obtient le deuxième. Donc, on ne dit pas que ça ne se fait pas, mais ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait justifier la continuité et vérifier là, si on est toujours en conformité avec notre cadre normatif et surtout documenter les raisons qui motivent l'attribution du contrat au même fournisseur. Recommandation 7, garder une trace claire des consignes données sur les travaux et les profils demandés. Donc, documenter tout ce qu'on transmet au fournisseur pour s'assurer qu'il comprend ce qu'on lui a dit puis que le livrable attendu est conforme. Conserver la description détaillée des profils de poste des externes qui est requis, compétences et expérience. N'est-il pas exact aussi, Mme Giguère, qui était constaté dans le rapport que souvent on demandait à avoir une certaine spécialité, un certain niveau de compétence pour exécuter un contrat et on se rendait compte au final que ce n'était pas cette personne-là qui avait terminé le contrat, qui avait fait le contrat. C'était constaté, ça, par le VGQ, dans les ressources, comme étant une problématique parce qu'on ne peut pas s'assurer que c'est la personne qu'on avait identifiée, que le donneur d'ouvrage avait identifié au départ, qui réalise effectivement le contrat. Oui, effectivement. Je ne sais pas si c'est dans ce rapport-là ou l'autre, le suivant, c'est un des deux, ou peut-être dans les deux, ou peut-être dans les deux. Effectivement, c'est que les gens, lorsqu'on répond à un appel d'offres, on donne le pedigree des gens qu'on soumissionne. Et ce qu'on s'est aperçu au moment où on commence le projet, ces personnes-là ne sont pas disponibles peut-être, là, ou sont parties. Et on les change, on donne une autre ressource. Donc, on voit des recommandations plus tard dans le rapport, là, pas dans le rapport, dans les outils qu'on va regarder tout à l'heure. Il y a vraiment toute des tips en bon français qu'on donne pour éviter que ça arrive, ou si ça arrive, d'avoir des méthodes de mesure
pour pas qu'on soit trop pénalisé, je dirais. La recommandation numéro 8, mieux suivre ce qui est prévu dans le contrat, donc le respect du contenu, budget, échéancier. Donc, on est toujours là, dans les mêmes thématiques, là, si on peut dire. C'est ici qu'on parle effectivement de nos personnes requises là, ou qu'on devait avoir, qui étaient prévues. Ajouter des pénalités si le fournisseur ne respecte pas le personnel prévu au contrat. Donc, c'est ce dont vous venez de parler, Maître Tremblay. Évaluer la performance des fournisseurs en mettant en place un système structuré d'évaluation qui est basé sur la qualité des livrables, le respect des délais, budget, satisfaction des utilisateurs. Je crois que mon prédécesseur, Maître Lépine, c'est un des points sur lesquels il vous a entretenu pendant un certain temps, l'évaluation qu'on fait des fournisseurs. Principalement pour le Revenu Québec, on lui recommande d'éviter qu'un fournisseur qui a aidé à définir le besoin puisse soumissionner pour le même contrat. Et pour le CSPQ, on lui recommande de s'assurer que le montant maximal du contrat corresponde à celui qui est proposé dans la soumission retenue et de respecter les règles internes dans la signature des contrats. Au secrétariat du Conseil du Trésor, s'assurer, donc on lui recommande de s'assurer que les postes stratégiques soient occupés par du personnel interne. On lui recommande, au niveau du processus d'acquisition, d'examiner de façon critique comment les biens et les services sont acquis. Donc, de s'assurer que les processus sont efficaces, transparents et conformes. Quant au respect du cadre normatif mis en place, là, on parle LCOP, les règlements, les directives, etc. On lui recommande d'améliorer son suivi quant au respect des règles et de rendre compte plus clairement de ses actions et de ses résultats, en s'assurant là, que l'information qu'on lui transmet de la part des organismes publics soit claire et que les données qu'on lui donne soient exactes. Donc, si on transpose par rapport à nos étapes en gestion contractuelle et en gestion TI, on se rend compte que l'étape 1 et 3 est toujours en jaune, mais là, on a ajouté les deux autres. Il était plus long un peu, le rapport. Donc, on est rendu en 2012. On part en 2015. En 2015, et là, il s'agit d'un rapport qui est une vérification particulière qui émane d'une situation, là, une intervention de l'UPAC. Alors, c'est un rapport de 2015-2016, Madame la greffière, sous 15P18, si ma mémoire est fidèle. Oui, c'est exact. Alors, je vous laisse aller, Madame Giguère, là, pour nous faire... OK, il n'y a pas de chapitre parce que Il n'y a pas de chapitre, effectivement. C'est vraiment particulier sur un organisme en tant que tel. Voilà, écoutez, il a été émis en novembre 2015 et vous allez voir, ça fait suite à un rapport qui va venir tout de suite après. En fait, comme on voulait, d'un ordre logique, faire les rapports du VGQ, mais vous allez voir, quelques mois auparavant, le commissaire de la lutte contre la corruption a également fait un rapport là, très ciblé sur l'octroi de contrats en matière de TI, là, suite à une situation, une intervention de l'UPAC. Alors, le rapport du VGQ a été émis à la demande, c'est un décret, si je ne m'abuse, ou un CT, qui demandait au VGQ de se prononcer particulièrement sur cette situation-là. Alors, c'est pour ça que le rapport, c'est une vérification particulière. Parfait. Alors, Madame Giguère, pouvez-vous brièvement nous expliquer le contexte de ce rapport? Oui, donc, comme vous l'avez mentionné, c'est une vérification qui a été demandée par le Conseil du Trésor et ça fait suite là, à l'arrestation de 8 personnes là, par l'UPAC en lien avec des irrégularités, j'ai de la misère avec ce mot-là, dans l'attribution des contrats TI. Moi, j'aimerais porter attention, là, on est 3 ans après le dernier rapport qu'on a vu, là, qui était assez substantiel, 9 ans après le premier rapport qui avait des préoccupations sur, entre autres, l'allocation là, des ressources externes en TI. Les objectifs qu'on s'est donnés, vérifier si les ministères et organismes géraient bien
les risques liés aux achats de biens et services professionnels en TI et si le secrétariat du Conseil du Trésor encadrait correctement le processus de gestion contractuelle. Donc, cet objectif-là est toujours est omniprésent là, au fur et à mesure des rapports. On a analysé 27 contrats, un montant total là, de 222 millions de dollars. Et comme vous l'avez mentionné, ça s'est fait en parallèle avec le rapport de la Commission de la lutte contre la corruption. On peut peut-être aller à la diapo suivante, s'il vous plaît. Le contexte. Oui, c'est le contexte, un peu ce que vous avez expliqué. Mais J'ai passé par-dessus les acteurs. Ah, on va reculer. Je m'excuse. On va reculer. Pardon. Donc, il y avait quand même beaucoup d'entités, CSPQ, CSST, des nouveaux, Institut national de la santé publique du Québec, le ministère de la Justice, ministère de Santé et Services sociaux, le ministère de l'Éducation, Énergie et ressources naturelles, Revenu Québec, secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, on a ajouté quand même quelques nouvelles entités. Le contexte d'intervention, on l'a mentionné. Donc, les faits importants relevés. On est à 2 niveaux. On a noté des lacunes dans l'attribution des contrats et l'encadrement du secrétariat du Conseil du Trésor. Et on a aussi identifié des risques là, associés à l'utilisation de ressources externes en technologie et aussi à l'encadrement du secrétariat de ces ressources-là. Donc, on va regarder notre premier niveau de fait saillant, c'est l'attribution des contrats et l'encadrement du secrétariat. Donc, on a un risque important de conflit d'intérêts dans la préparation des appels d'offres. C'est noté. On voit que certaines personnes externes ont participé à la rédaction des appels d'offres et ensuite ont travaillé pour la firme gagnante. On note une imputabilité, au niveau de l'imputabilité et de la transparence, on note un manque de rigueur dans la documentation des décisions prises, des personnes impliquées dans la définition des besoins et aussi à la préparation de l'appel d'offres. Au niveau des partages de risques, la grande majorité des contrats, on est à peu près à 90 ici, là, sont rémunérés à taux journalier. Et au niveau de nos comités de sélection, on soulève des lacunes dans leur composition, leur fonctionnement, la rigueur du travail qui est accompli et la documentation de leurs analyses. Quant à la concurrence, on la trouve limitée. Près de 50 des contrats vérifiés ont peu de soumissionnaires. Donc, toutes les recommandations de 2012, là, on les voit là. Oui, voilà. Ouais. Ça veut dire que ça n'a pas été suivi. On a manqué de temps. On a manqué de 3 ans. Peut-être. Je vous laisse continuer. Concernant, donc là, on est rendu, ça, c'est notre deuxième risque, Maître Tremblay. Attendez, on va... Risque associé à l'utilisation. On va non, on est encore dans les lacunes du contrat, au processus d'attribution. Exactement. On est toujours dans le premier. Donc, sur le suivi du contrat, plusieurs contrats vérifiés ne respectent pas les modalités convenues avec les fournisseurs. Donc, on réalise des travaux qui n'étaient pas prévus au contrat. On utilise d'autres ressources que celles qui avaient été désignées dans l'appel d'offres, bien, dans la réponse à l'appel d'offres, pardon, et on dépasse là, les jours personnes autorisées. Les entités publiques n'appliquent pas les clauses de pénalité prévues au contrat. On sait que si je n'ai pas la ressource qui m'avait été proposée, bien, je pourrais avoir des pénalités, par exemple. Ça, on n'applique pas ça. Je vais demander à ce qu'on change le diapo. Là c'est vrai. Pardon. Le secrétariat du Conseil du Trésor a quand même donné suite là, à notre rapport de 2012, là, parce que c'est vrai que ça peut être des actions qui sont très longues à porter dans le temps. Là, donc, le VGQ là, souligne qu'il y a des efforts qui sont faits avec un plan d'action. Donc, on a consulté les donneurs d'ouvrages pour mieux comprendre les difficultés qu'on rencontre sur le terrain. On a eu des échanges avec des experts internes et externes pour mieux identifier là, les meilleures pratiques en matière de gestion contractuelle. Et on a rédigé un guide de bonnes pratiques portant sur la définition des besoins, mieux évaluer et partager les risques, choisir les bons profils de ressources, etc. Donc ça va faire partie des outils qu'on va regarder tout à l'heure. Si on regarde un petit peu de plus près, là, un peu plus près, les risques qui sont
liées à l'utilisation des ressources externes en TI et l'encadrement du Conseil du Trésor, du secrétariat à ce sujet. On a une forte dépendance aux consultants externes, y compris pour des fonctions là, hautement stratégiques. Ils notent là, stratégique, là, ça ne veut pas dire président ou VP, là, mais peut-être architecture, un architecte d'affaires, c'est très stratégique là, dans une organisation. Parce qu'on sait que tout le volet d'orientation technologique, ils sont beaucoup derrière ça. Donc, ça nuit à la pérennité de l'expertise interne. Aussi, il n'y a pas de directive claire du secrétariat à savoir quel rôle exactement devrait être assumé par des internes. Donc, c'est non négociable. Ce rôle-là, c'est un interne, je ne peux pas avoir un externe. Ça, c'est pas clair. Donc, on ne sait pas documenter à cet effet-là, à ce moment-là. Sur la politique cadre de 2011, je vous rappelle là, que cette politique visait à mieux encadrer là, la gestion des RI. L'impact réel est très limité, là, car elle n'a pas été suivie. On n'a pas vu la mise en place de mécanismes pour mettre en œuvre la stratégie. On n'a pas vu de plan d'action coordonné ou des leviers incitatifs auprès des ministères. Si on se souvient, dans ce rapport-là, on parlait de la stratégie et on évoquait que ce serait important de la suivre et d'avoir de la reddition de comptes sur sa mise en œuvre. Donc là, on relate 3 ans plus tard que ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Si on arrive aux recommandations maintenant? Oui, les recommandations, donc, indépendance, impartialité, imputabilité des personnes impliquées dans la définition des besoins et les appels d'offres, c'est notre première recommandation. Réduire l'usage de contrats à taux journaliers. Respecter toutes les clauses prévues au contrat durant les travaux et appliquer, adresser les écarts observés et appliquer les conditions qui sont définies au contrat. Prévoir et appliquer des pénalités si les ressources désignées ne sont pas respectées. Mieux encadrer l'utilisation des ressources externes. Éviter leur utilisation à des postes stratégiques. Sensibiliser les acteurs aux principes de la loi sur les contrats publics pour prévenir là, les risques d'influence, de fraude ou de collusion. Page suivante, on s'adresse plus au secrétariat du Conseil du Trésor. On lui recommande de faire évoluer les pratiques d'attribution des contrats en TI en travaillant avec les ministères et organismes sur plusieurs points. Mettre en place des mécanismes pour repérer les conflits d'intérêts, limiter les contrats à taux journaliers, réduire les obstacles à la concurrence, réduire le recours aux ressources externes. Donc, on revient là, toujours dans les mêmes recommandations. Et la dernière, là, il recommande de recueillir l'information nécessaire auprès des ministères et organismes pour vérifier là, s'ils gèrent bien les risques liés au contrat TI. Alors, si on retourne à nos principales étapes, on se situe où? Bien, on voit là, qu'entre 2012 et 2015, là, nos 4 étapes sont à risque. Là. Ils font partie de... Préoccupés. On n'est pas à risque, mais on est préoccupé là, par différents faits saillants, mais ce sont toujours les mêmes là, qui reviennent. On voit une récurrence dans les thèmes. On fait des recommandations, puis à cet égard-là, on fait les mêmes recommandations sur certains points, ce que je comprends. Oui. On voit vraiment la redondance là, d'un rapport à l'autre. L'utilisation de ressources externes, c'est le plus important. Bien, c'est le plus important. C'est celui qui est là depuis le début, là, de 2006 à 2015. C'est c'est un fil conducteur. Là. On le voit constamment. On est 9 ans, puis on a un fil conducteur. Ouais. Et on a un crescendo. On est à la hausse. On a une commission d'enquête en 2025. On reviendra là-dessus. Parfait. C'est complexe. Maintenant, on passerait au rapport du commissaire de la lutte contre la corruption qui s'intitule « Concernant l'octroi et la gestion des contrats publics en informatique ». Je pense qu'on est dans la pertinence au niveau du sujet. J'aimerais qu'on le dépose, s'il vous plaît, Mme la greffière. Sous 15B.
15P19. Parfait, merci. Alors, Madame Giguère, je vous laisse nous commenter le rapport. Oui, donc on focalise là, sur la main-d'œuvre qui est liée aux ressources informationnelles. C'est un thème qui ressemble à celui qu'on avait en 2015. Là. J'ai constaté là, le besoin, la disponibilité, l'affectation, c'est exactement les mêmes thèmes de 2005, pardon, exactement les mêmes. Donc, on se rappelle, là, et on le dit dans le cadre du rapport du VGQ, on déclenche là, cette... faut que je dise la mission, ouais, c'est ça. Juste avant, peut-être, Monsieur le Commissaire, je l'ai mentionné juste pour que ce soit clair, ce rapport-là arrive précédemment le rapport du vérificateur général. Il date de juin 2015. Alors, maintenant, en fait, on a mis, peut-être pour la diapo suivante, on a mis, un peu la mission là, du commissaire à la lutte contre la corruption, qui est c'est quand même une mission qui est différente du vérificateur général. Donc, vous allez voir, c'est pas... la mission du commissaire est plus de vérifier s'il y a eu effectivement collusion ou fraude dans l'octroi des contrats, dans la gestion des contrats, alors que le VGQ avait des validations différentes à faire. Alors, ce rapport-là porte vraiment sur est-ce qu'il y a eu collusion, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise. Alors, en ce qui concerne le contexte de l'intervention, je vais vous inviter à ce qu'on est à la diapo suivante et Mme Giguère, je vais vous laisser nous expliquer le contexte. Donc, comme on l'a mentionné pour le VGQ, là, on arrive avant, donc on déclenche ce rapport-là suite à l'arrestation de certaines personnes par l'UPAC sur le stratagème d'abus de confiance là, dans l'attribution des contrats de TI. L'objectif, c'est de formuler des recommandations pour améliorer l'octroi et la gestion des contrats publics en informatique, prévenir les pratiques là, illégales. L'analyse s'est appuyée là, sur les enquêtes de l'UPAC, les recommandations d'organismes externes. Ça s'est déroulé, là, on le dit en parallèle, avec celui du vérificateur général du Québec. On a ressorti 13 recommandations. Et là, on va voir, naturellement, c'est cohérent et conséquent avec le VGQ, fait que je vais peut-être les dérouler. Là. Et si vous avez des questions, bien, vous m'arrêterez. Donc, pour éviter le risque de fuite d'informations de favoritisme, restreindre l'accès aux documents d'appel d'offres, sensibiliser et former le personnel sur le caractère là, sensible de ces documents-là. Favoriser la concurrence régionale et la présence de PME dans les contrats d'envergure en éliminant les exigences démesurées là, de la surqualification. Permettre des alliances ou des regroupements de PME pour répondre à un contrat. Assurer l'impartialité et la transparence des décisions contractuelles en rendant obligatoire la déclaration d'intérêt à toute personne impliquée dans la gestion et l'octroi de contrats en TI et prévoir des mesures disciplinaires si on est non déclaré ou on rompt notre engagement. Quatrième recommandation, doter adéquatement la direction et l'évaluation de la conformité du secrétariat du Conseil du Trésor de ressources spécialisées en TI, donc recruter ou former son personnel pour aller chercher l'expertise technique, avoir une bonne compréhension de notre cadre contractuel et normatif, et pour qu'il soit aussi en mesure d'évaluer les solutions complexes qu'on veut mettre de l'avant, et s'assurer que la direction joue un rôle actif dans la validation des processus et qu'elle suit les pratiques de gestion contractuelle aussi. La page suivante, recommandation numéro 5. Exiger que les ministères et organismes adoptent des plans de gestion de risque en matière de corruption et collusion. Exiger des factures détaillées pour mieux vérifier les biens reçus et s'assurer que ces biens-là correspondent à ce qui a été payé. Inclure des garanties de performance sur les livrables dans les documents d'appel d'offres. Assurer l'intégrité et la neutralité des comités de sélection. On en a parlé longuement. Ajouter une condition dans les appels d'offres en matière de sécurité informatique pour que les fournisseurs se soumettent à une enquête de sécurité. Aux ministères et organismes qui évaluent systématiquement la qualité du travail effectué par leurs fournisseurs TI. Puis au secrétariat du Conseil du Trésor, on lui recommande de modifier son cadre normatif.
pour mettre en place un registre centralisé de rendement insatisfait des fournisseurs en TI. Puis sur cette recommandation-là, Mme Giguère, on va au rapport, je me permets de faire cette mention-là, on s'inspire du rapport qui a été fait dans la commission Charbonneau, où il y avait une recommandation qui portait justement sur l'évaluation de rendement des fournisseurs. Là, donc, on voit dans le rapport qu'on se réfère à la commission Charbonneau. Effectivement. Et on se souvient là, qu'on n'a pas de registre central au gouvernement, mais si j'ai une mauvaise cote, ou en tout cas mon résultat est plus ou moins bon, bien, ça reste à l'intérieur de l'organisation du ministère ou de l'organisme. Ce n'est pas centralisé, là, cette gestion-là. Donc là, je serais rendue, je pense, à la 12e. Est-ce que c'est possible? Non, à la 11e. Réduire les risques liés aux ressources externes et privilégier là, les ressources internes. Donc, confier les postes stratégiques aux ressources internes, on en a parlé. S'assurer que nos ressources internes affectées au projet détiennent des compétences égales ou supérieures aux ressources externes supervisées. On sait que dans le domaine de la technologie, ça bouge énormément là, au niveau des compétences. On change des méthodes qu'on dit du waterfall à agile, par exemple. Donc, c'est d'autres compétences qu'on amène, des langages informatiques différents, travailler avec des logiciels, c'est aussi différent. Donc, c'est très important de s'assurer que nos ressources internes suivent cette montée en compétences-là, si on peut dire. Privilégier l'exécution des projets par les ressources internes, différencier, lorsqu'on fait notre gestion, les ressources internes des ressources externes, restreindre les accès des ressources externes à des renseignements jugés essentiels. C'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à oublier qu'on est avec des externes. Travailler, traiter directement avec les fournisseurs de matériel informatique et de logiciels et non aller vers des revendeurs. Donc, c'est une recommandation qu'on fait. Et assurer l'imputabilité des gestionnaires en entreprenant un changement vers une culture de responsabilisation. Donc, on est dans la transformation organisationnelle ici. Donc, si on vient ajouter le rapport du commissaire, bien, on est exactement à la même place que le VGQ. Il n'y a pas de surprise. Là, l'inverse aurait été surprenant. Et on fait juste rappeler là, que nos zones de préoccupation là, sont un peu partout dans nos étapes en gestion contractuelle et aussi en gestion de projet TI. Maintenant, on passe aux différents guides. Mais juste avant, moi j'aurais une question, puis peut-être que ça ne transpire pas des rapports. Je comprends que vous les avez lus, vous les avez analysés, etc. Je les ai pas écrits, surtout. Tout à fait. En termes, est-ce qu'il y a des explications sur la différence entre le Québec, qui est à un pourcentage de 50 qui va chercher des ressources externes par rapport à d'autres juridictions là, au Canada, ou c'est juste un portrait qu'on fait? Là? Non, il y a des éléments qui ont été notés, mais là, vous veuillez m'excuser, là, ma mémoire fait défaut. Marquez qu'ils sont en preuve, là, moi je suis content. Ils sont en preuve des rapports. Mais je pourrais les pointer, là, mais oui, ils sont vraiment allés questionner ces autres organisations-là. Je me souviens qu'il y avait le gouvernement, il y avait l'Alberta, l'Ontario de mémoire. Je pense qu'il y avait au moins 3 gouvernements qui les ont regardés, là. Et puis, c'est vraiment... je ne peux plus vous dire les raisons, là, mais c'était documenté. C'était vraiment... il y avait des faits importants qui expliquaient pourquoi eux avaient des dépenses moindres. Et puis, il y a une question de culture organisationnelle, je pense aussi dans ça, là, de mémoire. Là. Surtout avec l'Alberta. Là. OK, mais tout à fait. Puis il peut y avoir des différences. Par exemple, la loi sur la fonction publique prévoit une mobilité. Là. Donc, peut-être qu'une équipe de ressources pour un grand projet d'envergure, une personne qui a fait 2 ans là, peut décider de s'en aller ailleurs dans un autre ministère, un autre organisme. Okay. Ça peut s'expliquer comme ça. Puis ça peut s'expliquer en termes également des avantages au niveau salarial aussi. Effectivement. Effectivement. La notion salariale, je ne me souviens pas qu'elle avait été évoquée, par exemple. Parfait. Mais on pourra peut-être ressortir ces faits-là. Merci.
Monsieur le commissaire, on serait rendu à une deuxième étape de document, moi, je c'est-à-dire pense qu'on que serait au Ben, guide. bon moment de prendre une pause. C'est ce que je voulais vous suggérer. Donc, on pourra arriver avec la deuxième, après la pause, faire la deuxième portion de la présentation, qui c'est plutôt sur des guides qui ont été développés par le gouvernement là, pour justement en matière de gestion contractuelle. Parfait. Donc, pause de 20 minutes, de retour à 11 heures. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Pause de 20 minutes.